les caméras, Emmanuel Macron et Friedrich Merz affichent une certaine complicité, comme la semaine dernière en Belgique. Je suis heureux qu'Emmanuel Macron et moi-même soyons presque toujours d'accord. Tout est dans le presque. Car Emmanuel Macron a beau surjouer sa proximité avec le chancelier allemand, le prenant même par la main, les désaccords ne manquent pas. Pour preuve, hier, Friedrich Merz a quasiment enterré le projet d'un avion de combat franco-germano-espagnol à l'étude depuis près de 10 ans, estimant que l'Allemagne n'en a pas besoin. Emmanuel Macron n'a pas manqué de réagir ce matin. Nous, Européens, si on a le sens de l'histoire, on a intérêt à standardiser, à simplifier. Donc avoir un modèle commun. Les divergences éclatent au grand jour tant les deux dirigeants s'opposent sur la question d'une dissuasion nucléaire européenne, sur la rigueur budgétaire, le Mercosur ou encore sur l'attitude à adopter face à Donald Trump. L'un veut s'émanciper de la relation transatlantique. Europe has to become a geopolitical power in order to be much more independent. L'autre veut la préserver. À l'ère de la rivalité entre grandes puissances, réparons et ravivons ensemble la confiance transatlantique. Conséquence de ces tensions, Friedrich Merz se tourne de plus en plus vers la première ministre italienne, proche de Donald Trump. Giorgia Meloni doit s'habituer à jouer les premiers rôles sur la scène européenne. Il y a un moteur italo-allemand en ce moment. Il y a une convergence qui se développe avec le chancelier Merz sur beaucoup de sujets. Rome et Berlin ont signé une dizaine d'accords bilatéraux sur la défense, l'énergie, mais aussi la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors un nouveau duo va-t-il devenir le moteur de l'Europe au détriment de la France? Crise passagère ou divorce imminent, Emmanuel Macron peut-il encore sauver le couple franco-allemand? On va voir ce qu'en pensent nos trois invités, à commencer par Britta Sandberg. Bonsoir, vous êtes correspondante pour l'Europe du journal allemand, bien sûr, Der Spiegel. Magazine, pardonnez-moi, la rigueur allemande à l'œuvre. Me voilà prise la main dans le sac. Voilà. Et selon vous, Britta Sandberg, les Allemands sont fatigués par l'attitude d'Emmanuel Macron. Il se pose comme le leader européen qui parle au nom de l'Europe sans prendre soin de s'accorder au préalable avec les autres pays. À côté de vous, Bernard de Montferrand, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez été ambassadeur de France en Allemagne de 2007 à 2011 et je précise que vous avez également été ambassadeur de France au Japon, en Inde, aux Pays-Bas et à Singapour. Et à propos du débat qui nous intéresse, eh bien, vous considérez qu'il y a toujours eu des difficultés franco-allemandes, mais elles se sont toujours résolues car elles constituent les deux principales puissances européennes. Il est impossible de construire sans la France et sans l'Allemagne. Et à côté de vous, Paul Maurice, bonsoir, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, qui est rattaché à l'Institut français des relations internationales. Vous estimez qu'on fait toujours une fixation sur le couple franco-allemand, mais il y a toujours eu des crises et des tensions. Ce n'est pas pour autant qu'il faut imaginer un nouvel axe, en l'occurrence autour de Merzoni, autour de l'Allemagne et de l'Italie. Et on va démarrer ce débat avec le sigle du jour. Oui, SCAF, donc système de combat aérien du futur, c'est le projet d'avions de combat initié en 2017 entre la France et l'Allemagne, auquel s'est joint l'Espagne, avec un budget de 100 milliards d'euros. C'est le plus grand projet de coopération jamais lancé en Europe. Où faut-il alors parler au passé, Britta Sundberg, après les déclarations surprenantes du chancelier allemand Merz, qui a parlé de désaccord sur ce que doit être ce SCAF? Ça semble mal embarqué. Depuis longtemps, pas seulement depuis que Merz s'est prononcé. Ce projet a toujours eu des difficultés. Il a 10 ans, c'est ça. Oui, et depuis en fait, 2017, oui, presque 10 ans. Oui. Et il y a déjà eu des rapports secrets du ministère de la Défense en Allemagne qui a constaté que lors des négociations, on avait accordé trop de faiblesses. En fait, moi, je crois que le problème, c'est peut-être tout d'abord un problème au niveau industriel, puisque les partenaires du côté français ne se sont pas vraiment montrés très d'accord et coopératifs de partager. Enfin bon, je pense à Dassault. Oui. Et bon, ils voulaient protéger leur savoir-faire, ce qui est compréhensible, mais quand on fait un projet politique de cet ordre-là, la question c'est à quel point les intérêts nationaux et industriels pèsent sur un projet politique qui est devenu de plus en plus important, puisque maintenant, si on l'abandonne dans un moment géopolitique vraiment très décisif. Donc, je crois que
selon ce que j'entends, il y a beaucoup d'experts qui disent quand même qu'il est peut-être plus probable qu'on met fin à ce projet que ça continue. Oui, mais Paul Maurice, est-ce que c'est plus un différend industriel que politique, vraiment? On a l'impression qu'il y a une très forte crispation tout de même. Il y a une forte crispation, effectivement, Politique. qui était jusque-là, comme l'a dit Britta Sandberg, limitée au niveau des industriels. Et le projet, qui est au départ un projet politique, avant d'être un projet industriel, était porté de manière très forte par notamment, mais pas seulement, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Boris Pistorius, ministre de la Défense allemand. Donc on avait une volonté politique qui restait. Ce qui est nouveau là, c'est qu'on voit des tensions à l'échelle politique, et notamment le podcast par le chancelier hier, et qui montre aussi les limites. La question qui se pose, c'est la question du besoin aujourd'hui, et c'est la question claire qu'a posée Friedrich Merz sur est-ce que les Allemands ont besoin d'un avion, parce que c'est un seul pilier du SCAF, l'avion. Oui, il y a d'autres. Il y a d'autres aspects. Est-ce qu'on a besoin d'un avion? Drones, notamment. Il y a la question des drones, du cloud souverain, etc. Est-ce qu'on a besoin d'un avion aéroporté? Les Français ont toujours répondu oui, depuis 2018. Est-ce qu'on a besoin d'un avion qui peut porter des bombes nucléaires? Les Français ont répondu oui depuis 2018. Et à l'époque, les besoins allemands n'étaient pas forcément les mêmes. Et aujourd'hui, ils ont évolué. On n'a peut-être pas intégré aussi assez ces évolutions. Mais Bernard de Montferrand, on pensait que le ton allait être moins sévère. Après, avec Scholz, ça se passait mal. Et en fait, il y a quand même des reproches qui sont assez durs de l'Allemagne vis-à-vis de la France sur ses efforts jugés insuffisants en matière de dépenses de défense. Et de venir faire la leçon à l'Allemagne, c'est mal perçu. Et comment voulez-vous que ça ne soit pas un sujet infiniment sensible, extrêmement difficile quand vous traitez des questions de défense? Je vous rappelle qu'on est entre la France et l'Allemagne, qu'on est dans un contexte qui est extrêmement difficile, qui est beaucoup plus compliqué que la monnaie commune, parce que ça touche des choses qui touchent au cœur de la légitimité et des intérêts des pays. Bon, là, nous avions défini un projet, comme on l'a rappelé en 2017, où on avait à peu près les orientations qu'il fallait, à la fois des avions, c'était un équilibre entre les chars, c'est-à-dire l'armement terrestre, et puis les avions. Les chars, les Allemands avaient le leadership, et pour les avions, c'était les Français qui avaient le leadership. Bon. Si vous faites un pas supplémentaire en matière de défense, en Europe, ça veut dire de créer de la confiance. Comment est-ce que vous créez de la confiance, sinon en créant des interdépendances? Je vous rappelle que quand on a créé Airbus, les Allemands, Daimler, ils considéraient à l'époque l'aérospatiale et les Français, c'était pas très sérieux. Ils ont été voir British Aerospace. British Aerospace les a pris de très haut. Finalement, ils sont revenus vers la France et au départ, Airbus, c'était très, très, très compliqué. On a trouvé un accord. Pendant 10 ans, les Français étaient furieux, en disant on a bradé aux Allemands notre aéronautique. Ce qui était faux, parce que finalement, aujourd'hui, quand vous voyez les choses qui se passent à Hambourg, ce qui se passe à Toulouse, etc., les Allemands aujourd'hui disent non, on a bradé notre aéronautique aux Français, puisque c'est à Toulouse que ça se passe. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dépasser les choses et de se dire on a besoin d'un avion de combat, parce que les F-35, ça va durer, il faut un successeur du F-35. Ça se passe dans 20 ans, ça. Et si on le fait aujourd'hui, le futur avion de combat, il arrivera sur les Bernard de Montferrand, tarmacs. L'avenir répondra, mais comme on a d'autres dossiers à évoquer au cours de ce débat, on va avancer. On verra ce qu'il en est du SCAF, mais là, on va avancer avec Fanny et avec vous trois à propos de l'armée allemande, Bundeswehr, donc, dans le texte, qui pourrait être la première armée d'Europe. Oui, en tout cas, c'est l'ambition du chancelier allemand. Une armée, je le cite, capable de tenir bon si nécessaire, face notamment à la menace russe, et, je le cite à nouveau, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, la Bundeswehr, l'armée allemande, donc, n'est que 3e dans l'Union européenne en termes d'effectifs, derrière la France et la Pologne. Pour devenir numéro 1, l'Allemagne vient de lancer son tout nouveau service militaire volontaire, avec à la clé pour attirer de jeunes recrues, des subventions pour passer le permis de conduire et surtout un salaire mensuel de 2 600 €. L'ambition, c'est de passer de 184 000 à 260 000 hommes et femmes d'ici 2035. Pour les équiper, Berlin veut aussi acheter des blindés, des avions de chasse américains F-35, on en parlait à l'instant, mais aussi des armes et des munitions. L'industriel de l'armement allemand Rheinmetall a prévu de produire 1,5 million d'obus d'artillerie dès l'année prochaine. C'est plus, précisons-le, que la production américaine.
Au total, Berlin veut, dans les 3 ans, doubler ses dépenses de défense. Et puis, il y a un autre tournant. L'Allemagne a commencé à déployer une brigade blindée en Lituanie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des troupes allemandes seront basées de manière permanente dans un pays étranger. Alors, Britta Sandberg, la Bundeswehr, première armée européenne d'ici 10 ans. D'abord, est-ce que c'est crédible et est-ce qu'il faut s'en réjouir ou plutôt s'en inquiéter? Crédible, on va voir si ce sera la première. Enfin, est-ce que c'est important si c'est la première ou la deuxième? Je crois que le pas décisif, c'est que ce que Scholz a appelé la Zeitenwende, le tournant du moment, c'est vraiment... ça se précise maintenant. Et je crois que tout ça, c'est le point initial, c'est l'agression de la Russie par rapport à l'Ukraine. Donc c'était ce choc-là qui nous a rendu sensible au fait que non, on n'est pas à l'abri de la guerre ni du conflit à nos frontières et qu'il faut faire quelque chose. Donc pour l'Allemagne, c'est vraiment un effort considérable. Maintenant, il va y avoir des lettres envoyées dans les familles pour donc les jeunes hommes et femmes, s'ils veulent faire... Les femmes aussi? Les femmes peuvent le faire à base volontaire. D'accord. Il y a un autre sujet quand même de dissension entre les deux, Paul Maurice, c'est la dissuasion nucléaire. Il va y avoir un discours très attendu d'Emmanuel Macron dans les prochains jours, fin février, début mars, pour proposer visiblement la dissuasion nucléaire à toute l'Europe. Et Merz dit non, mais moi je veux rester dans l'OTAN, je veux rester quand même sous le parapluie américain. Donc il y a une divergence qu'on n'attendait pas là. Oui et non, puisque de manière générale, la France n'a pas les moyens de remplacer la dissuasion nucléaire américaine. Personne en France n'assume le fait de remplacer complètement le partage nucléaire qui est aujourd'hui déployé en Allemagne, c'est-à-dire le fait que dans le cadre de l'OTAN, les avions de chasse allemands puissent transporter des bombes nucléaires américaines. La France n'a pas le nombre de bombes nécessaires et n'a pas la doctrine qu'il faut. La question, c'est celle de la dissuasion, dissuasion nucléaire, c'est-à-dire cette capacité qu'on va montrer aux autres dans la mesure de laquelle on est capable de protéger ses amis. Et c'est dans ce cadre que la discussion a lieu. Et il semblerait qu'il y ait et c'est ce que disait d'ailleurs dans ce podcast le chancelier Merz hier, qu'il y ait une ouverture, une discussion sur le sujet, dont l'origine est au départ une demande du chancelier Merz dans le cadre de la campagne électorale. Donc tout ceci doit avoir lieu de manière diplomatique, de manière un peu secrète, et nous verrons ce qui est proposé par le président de la République. A priori, le 2 mars, il y aura peut-être d'autres détails d'ici là. Alors on parle de diplomatie, la vision du diplomate, pas sur ça, pas sur la dissuasion nucléaire, Bernard de Montferrand, mais sur le nouvel emprunt européen qui est souhaité par Emmanuel Macron pour investir dans l'IA, la transition écologique, et qui semble poser un problème aussi au chancelier. Là aussi, il y a du dissensus. Une seconde sur l'armée allemande. Il n'y a pas de problème de la montée en puissance considérable de l'armée allemande et à nouveau de l'armée française, etc. Sinon, toujours un problème de confiance. Ce problème de confiance, c'est capital si on se trouve un accord sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et c'est là où c'est le problème de l'OTAN et d'une certaine autonomie européenne. Et je trouve que c'est beaucoup plus important que tout le reste. On peut, pensons-nous en France, avoir un pilier européen de l'Alliance et en même temps avoir une capacité autonome, c'est-à-dire ce pilier, il est soit pour l'Alliance, soit quand on veut travailler ensemble. Bon. Ça veut dire qu'il faut qu'on affirme ça et qu'on trouve une solution. Alors, c'était à vous que je pose la question sur le grand emprunt européen. Est-ce que ça contrevient aux règles allemandes sur l'orthodoxie budgétaire ? Puisque ça a l'air de poser des... Ça contredit surtout l'attitude allemande qui ne veut pas forcément prendre... De grands emprunts pour l'IA, pour la transition écologique. Pourquoi? Parce que l'écologie, c'est l'angle mort du point de vue du chancelier Merz. Il pense aussi, l'argument formulé par Merz, c'est aussi, on ne résout pas tout par l'argent. Il faut d'abord des projets, et il faut d'abord discuter, il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire, et après... Mais bon, qu'il n'est pas un fan de Eurobond, ça c'est connu. Mais il est aussi contre cette attitude d'abord sortir de l'argent et après voir ce qu'on en fait. Paul Maurice, tout de même, on avait l'impression au début qu'entre Macron et Merz, il y avait une forme d'idylle, de reconstruction personnelle du lien qu'il n'y avait pas encore une fois avec son prédécesseur. Est-ce qu'il y a des choses qui ont achoppé récemment entre eux, notamment par exemple sur Vladimir Poutine, qui a été invité à un G7 finalement qui n'a pas eu lieu à Paris au mois de décembre. Le chancelier allemand l'a mal pris, ce côté un peu égotique du président français?
Alors, je pense que la relation personnelle entre le président de la République et le chancelier Merz est toujours très bonne. Il n'y a pas de problème Meilleure personnel. que celle avec son prédécesseur. Vraisemblablement, je ne suis pas dans leur intimité, mais vraisemblablement, il y a une vraie intimité, une vraie proximité. On l'a vu à différents moments, au mois de mai, on l'a vu à Toulon, au Conseil des ministres franco-allemands, etc. Et puis après, il y a la politique. Donc quand Emmanuel Macron lui prend la main, tout ça est affectueux. Ça a l'air d'être le cas entre les deux hommes. Il y a une francophilie de Friedrich Merz. Il y a un vrai dynamisme, une vraie volonté d'avancer dans un aspect européen et donc avec la France. Sur les questions qui posent problème, bien entendu, entre la France et l'Allemagne, on l'a dit, il y a des sujets qui ont toujours été problématiques, les questions de défense notamment, et puis des questions qui ont trait aux attentes notamment économiques. Et on l'a vu récemment, il y a 2 éléments importants dans les conseils européens de décembre, la question des avoirs gelés, leur utilisation, les avoirs gelés russes, leur utilisation pour un emprunt pour l'Ukraine, et puis la question du Mercosur, qui ont été 2 points importants. Et je pense que, pour revenir sur ce qui a été dit sur les eurobonds, M. Merz n'a pas envie des emprunts européens, M. Merz n'a pas envie d'un autre emprunt, parce qu'il y en a déjà eu un à l'échelle nationale, c'est-à-dire la réforme du frein à l'endettement il y a un peu moins d'1 an, et son électorat, l'électorat libéral conservateur de la CDU, lui reprocherait d'encore emprunter pour un électorat qui est favorable à l'orthodoxie budgétaire dans une année électorale, 5 élections dans les Länder en Allemagne, et il y a vraiment des enjeux politiques. Mais pardon, Britta Sandberg, parce qu'il y a des enjeux politiques, quand même, il y a une faiblesse politique intérieure du président français aujourd'hui que Merz n'ignore pas, et du coup, il se dit, est-ce que je vais prendre des engagements avec lui, alors que dans 1 an, il n'est plus à la tête du pays, que l'extrême droite est peut-être, dit-on, aux portes du pouvoir en France. Est-ce que ça joue ? Moi, je crois qu'il y a 2 côtés de ce. Tout le monde sait que Emmanuel Macron ne sera qu'1 an et demi à l'Élysée maintenant. Donc, à la fois, ça crée une certaine pression de temps d'accomplir les choses qui sont encore possibles, puisqu'on ne voit pas qui est-ce qui va le suivre et est-ce que ça sera quelqu'un qui sera pro-européen. Donc, normalement, on a tout intérêt de faire ce qu'on veut faire assez rapidement. Donc, on sait qu'en armement et sécurité, ça ne va pas très vite. En même temps, c'est normal aussi que, sachant que ça va vers la fin, que Merz et d'autres vont voir aussi avec qui en Europe on peut avoir des relations politiques. Moi, je ne crois pas non plus que cette relation avec l'Italie et Mme Meloni est une nouvelle axe entre Berlin et Rome ou quelque chose comme ça. C'est simplement comme il y a eu d'autres accords entre l'Espagne et d'autres pays et que la France et l'Italie, c'est avec qui est-ce qu'on peut parler d'une façon raisonnable. En tous les cas, la Première ministre italienne, elle veut croire à cette Dolce Vita en quelque sorte entre Berlin et Rome. Écoutez ce qu'elle disait après sa rencontre avec le chancelier Merz, justement, le chancelier allemand, le 23 janvier dernier. Siamo le 2 principali potenze manifatturiere d'Europa, con sistemi produttivi e industriali che sono fortemente interconnessi. Qualche osservatore che diceva che il 26 sarà l'anno di Italia e Germania. Io non so dire se questa previsione corrisponde alla realtà. Quello che posso dire è che che intendiamo mettercela tutta, che intendiamo assolutamente fare la nostra parte per consolidare un'amicizia che è strategica. Bernard de Montferrand, c'est vraiment si anecdotique que ça, ce rapprochement entre les 2 pays. Quand même, ils ont signé une série d'accords sur l'immigration, l'automobile, des accords commerciaux. Ils sont d'accord sur le Mercosur. C'est pas rien. Moi, il me semble que la France a signé des accords avec l'Italie extrêmement étroits. Elle a signé des accords extrêmement étroits avec l'Espagne. Ça fait partie de tout l'ensemble des relations bilatérales en Europe. Moi, je dis, par exemple, on parle de l'Italie, du fait que l'Allemagne pourrait aller faire construire l'avion avec le fameux avion avec les Italiens. Il y aura autant de problèmes qu'avec la France, parce que quand vous alliez avec les Anglais, les Japonais et les Italiens, il faudra trouver du travail pour les entreprises allemandes, ce qui ne sera pas évident. Non, moi je reviens sur les histoires de financement de l'Europe. Effectivement, quand un président français qui dépense sans arrêt va dire à un Allemand il faut qu'on emprunte sur les marchés de capitaux, c'est pas très populaire en Allemagne, et je peux le comprendre. Et moi, je veux dire, je le comprends tout à fait. La chose fondamentale en Europe, c'est moins ça que de faire un marché de capitaux européen. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de marché de capitaux européen. Monsieur Galao, le gouverneur de la Banque de France, et monsieur Nagel ont fait un article ensemble dans Le Monde. Il y a maintenant 7 ans.
pour dire on va le faire tout de suite. C'est toujours pas fait. Donc l'épargne européenne, elle va financer en partie les déficits américains. C'est fou. Donc on a intérêt aujourd'hui à faire ça. Très bien. Et je rappelle que M. Nagel, le gouverneur de la Bundesbank, a dit mais au fond, s'endetter un peu plus au niveau européen, c'est pas si mal que ça. Donc ça prouve qu'on a besoin de financement en Europe pour des dépenses considérables. On doit pouvoir trouver les moyens de le faire sans, comme disait l'autre, cramer la caisse, c'est-à-dire en respectant à peu près un certain nombre de règles. Gardons un tout petit peu de temps pour évoquer. Je me rappelle que Bernard de Montferrand, vous êtes en train de manger le temps de vos deux co-débatteurs. Non, je voulais juste vous demander, est-ce que l'attitude d'Emmanuel Macron à propos du Mercosur a pu irriter Friedrich Merz? Bon, c'était pas non plus. Qui a dit oui, qui a dit non, qui a dit non, je n'y vais pas. Ça n'a pas aidé. Je crois que ça fait partie de plusieurs irritations. Parce qu'il y avait des gros enjeux ça fait plusieurs irritations. Les avoirs russes gelés et le nom français étaient aussi certainement une irritation, comme c'était une irritation que le président de la République a envoyé son émissaire diplomatique Emmanuel Bonne à Moscou pour reprendre contact avec Poutine sans que c'était vraiment accordé avec ses partenaires européens. Paul Maurice, vous avez l'impression que les choses peuvent évoluer positivement dans cette relation d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron, alors qu'il y a aussi la pression de l'AfD, de l'extrême droite, sur Merz en ce moment, qu'on dit assez forte et qui peut jouer sur ces relations-là, au profit de l'Italie et de Giorgia Meloni? Sur les crises récurrentes entre la France et l'Allemagne, on a toujours trouvé des solutions, on a toujours trouvé d'autres moyens de faire différemment, des compromis. Et effectivement, il y a deux points que vous soulignez qui sont importants sur l'urgence actuelle, c'est les crises politiques internes, la montée des populistes, notamment d'extrême droite. Des deux côtés, en France et en Allemagne, et la situation internationale, la pression transatlantique, la guerre en Ukraine, et puis la question commerciale avec la Chine en embuscade. Nous en reparlerons vraisemblablement sous peu. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.